Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais d'abord, avant de nous tourner vers notre invitée Marie-Estelle Dupont, j'accueille Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Vous êtes fondateur de Putsch Media et vous êtes avec nous pour interviewer Marie-Estelle Dupont. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Alors on vous connaît parce que vous êtes maintenant une célébrité des plateaux télé, parce que vous êtes déjà venu ici pour nous parler notamment de la maltraitance des enfants qui portent le masque, parce que vous avez écrit déjà 2 livres auparavant, Se libérer de mon moi toxique, et puis un autre. Avant j'avais écrit Découvrez vos super pouvoirs chez le psy, Voilà. chez Erol, pour expliquer pourquoi l'introspection, enfin bien se connaître est important. Alors vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute, et là vous sortez un livre bouleversant, je l'ai déjà utilisé, j'ai du mal à trouver d'autres termes, touchant, renversant, où vous livrez un peu de vous-même. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que nous avons reçu récemment Christine Kelly à ce plateau aussi, et elle aussi, il a fallu attendre le 3e livre pour qu'elle livre un petit peu d'elle-même. Est-ce que c'est quoi ? C'est une fois qu'on a suffisamment été professionnel, suffisamment aidé les autres, peut-être suffisamment dénoncé certaines choses pour pouvoir enfin s'autoriser à parler un petit peu de soi ? Parler de soi directement à la première personne, oui, ça demande un certain temps d'élaboration. On se demande comment le faire de manière juste, le faire de manière constructif, qui puisse aider les autres, puisque c'est pas un livre contre, c'est un livre pour tirer la sonnette d'alarme et dire aux pères, une mère ne doit pas avoir les pleins pouvoirs, on a besoin de vous les pères. C'est aussi le temps d'élaborer sa propre culpabilité, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, c'est le temps de se sentir légitime, parce que quand on a été traumatisé, on a un syndrome de l'imposteur, donc on se sent difficilement légitime à parler de soi. Et puis à un moment donné, quand on est thérapeute, on accompagne des patients qui ont vécu des choses similaires et on se dit non mais au contraire, il faut que je leur montre qu'il y a un chemin de résilience, que ça peut bien se terminer. Et c'est l'objectif de ce livre. Et quand on m'a demandé d'écrire sur ce rapport mère-fille qui est parfois malheureusement un rapport mortifère où la mère a l'image de Médée en fait et non pas donneuse de vie, mais où elle retient la vie et où elle détruit sa fille qu'elle voit comme une rivale. On m'a dit mais écris-le à la première personne parce que tu es à la fois celle qui a vécu cela et celle qui est psychologue et qui peut l'analyser, donc il ne faut pas en faire un essai théorique, il faut mettre tes tripes pour que les gens puissent s'identifier. Alors c'est très intéressant d'ailleurs le style de ce livre, puisque vous racontez factuellement ce que vous, petite fille, d'abord petite fille puis jeune fille, vous avez vécu. Et puis en même temps, il y a cette analyse et ce recul presque froid, on va dire, du psychologue qui essaye d'analyser ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc on entend les 2 voix, les 2 Marie-Estelle. La Marie-Estelle, la petite Marie-Estelle, qui raconte ce qu'elle aurait voulu avoir, serrer ses frères dans ses bras, cette reconnaissance, cet amour qui lui a manqué toute sa vie. Et puis la Marie-Estelle qui a grandi, qui a fait son parcours, un long travail, j'imagine, psychologique, et qui aujourd'hui, en tant que psy, analyse la petite Marie-Estelle finalement, ou le parcours de cette Marie-Estelle. Donc il y a un dédoublement très très intéressant. Et on va rentrer, on va donner quelques exemples de ce que vous racontez. C'était pour illustrer le parcours aussi de mes patients, à qui je dis en fait l'adulte que vous êtes aujourd'hui doit prendre l'enfant qui a souffert par la main et lui parler. Donc il y a effectivement la petite Marie-Estelle qui se débat avec sa douleur et puis la Marie-Estelle adulte qui devient une bonne mère pour elle-même et qui un jour devient mère et dont les enfants eux se font des câlins et se prennent dans les bras, c'est ce qui n'était pas le cas dans ma famille. Vous dites que c'est votre plus belle victoire. Oui, quand tout à fait. Et pourvu que ça dure. Et vous avez 3 enfants, on peut le dire, parce que vous le dites dans le... Oui, j'ai 3 petits garçons. Donc un aîné, puis des jumeaux. Et vous, d'ailleurs, vous expliquez à l'aîné, mais t'as le droit d'en avoir marre et tout ça, mais en revanche, essaye d'aimer tes frères et sœurs parce que ça donne des super pouvoirs. Ça, on sent, et c'est vrai, c'est tellement vrai. En plus, c'est une fratrie qui fonctionne. C'est tellement fort. Alors, je vais donner quelques exemples. Le tout début du livre, qui donne tout de suite le ton. Votre mère, que vous ne nommez pas d'ailleurs, qui ne mérite peut-être pas d'être nommée. Si, elle a un prénom quand même dans le livre. Ah bon? Alors j'ai fait des petits décalages évidemment avec la réalité, parce que
largement autobiographique, mais comme ça parle aussi des parcours de mes patientes, j'ai mis des décalages pour protéger ma famille et notamment mes frères de toute reconnaissance. Oui, d'accord. D'accord. Mais j'ai beaucoup lu sur enfin, le elle. Elle est beaucoup désignée par elle. Voilà. Donc, elle vous dit Oh, Marie-Estelle, si tu n'étais pas rentrée, si tu n'étais pas là, je me serais foutue par la fenêtre. Voilà. Elle vous dit ça, mais je précise que vous avez 3 ans au moment où elle vous dit ça. C'est le début du livre et vous dites depuis, mes nuits sont trouées et les journées se passent à guetter. En fait, vous passez votre temps à vouloir sauver votre mère d'un éventuel suicide, puisque vous avez compris que si vous n'étiez pas là, elle allait se suicider. Et elle joue là-dessus, évidemment. Et à un moment donné, en plus, vous allez être prise par parce que vous allez essayer de trouver des refuges dans les livres et notamment dans la foi. Et vous allez penser finalement comme une martyre qu'il est bon de souffrir pour sauver les autres. Oui, ça donne le syndrome du sauveur quand on est l'infirmier psychiatrique de sa mère pendant 25 ans et on essaye en fait on préfère être soi-même malade pour éviter en fait une catastrophe jusqu'au jour où on comprend que le chantage au suicide est un instrument de pouvoir, que d'ailleurs je suis la seule à y croire réellement, parce qu'en fait, ça n'intimide pas tellement les autres membres de la famille qui sont plus grands et qui ont compris que ma mère n'était pas dépressive, en fait. Oui, mais en même temps, elle ne leur avait pas fourni, elle les avait pas utilisés comme vous. C'était... sur moi, la pression et le chantage a été beaucoup plus fort parce que ma mère était très déçue que je sois une fille. En fait. Ma mère m'a dit, je ne pensais pas que j'aurais une fille, je pensais que je faisais que des garçons. Et donc, quand elle s'aperçoit que je suis une fille, elle est catastrophée. Parce qu'une fille, c'est une rivale, elle va prendre de l'attention, elle va prendre l'amour de son père. Et ma mère n'arrive pas à comprendre qu'il y a une place pour la femme, l'épouse, la mère, qui sera toujours la mère, même si un jour elle n'est plus l'épouse éventuellement, mais d'ailleurs c'est pas le cas, mes parents n'ont pas divorcé. Et puis une place pour la fille. Et chaque fois que mon père, en fait, si vous voulez, la perversité du mécanisme qui consiste à diviser pour me régner, c'est que chaque fois que mon père a fait une tentative pour me manifester de l'affection, ma mère lui a expliqué que c'était un Oedipe malsain. Donc elle utilisait un concept psychologique de façon très perverse pour le culpabiliser de donner de l'amour à sa fille. Donc à un moment donné, il est pris dans une injonction paradoxale. Il s'aperçoit que s'il montre de l'affection, je suis d'autant plus punie. Il est puni et je suis d'autant plus punie. Donc finalement, il va lâcher, en fait. Il va lâcher, il va me laisser entre les mains de cette femme, en grande partie. Et vous en avez souffert, votre mère, est complètement excessive. Elle veut que tout soit propre tout le temps, mais maladivement. Et elle vous-même, maladivement, elle vous fait mal. Donc il y a une torture mentale, un abus mental, mais également psychologique. Nicolas Vidal. Marie-Estelle Dupont, bonjour. Moi, j'ai lu ce livre, effectivement, c'est très intéressant parce que c'est un sujet que je maîtrise pas et que je connais pas forcément. Mais alors, moi, j'ai plusieurs phrases, bien entendu, qui m'ont surpris, mais qui sont très intéressantes, notamment sur la critique publique de la figure maternelle. C'est extrêmement intéressant. Vous dites notamment, même si nombreux seront les gens choqués lorsqu'on désidéalise la famille et qu'on critique la figure maternelle. Finalement, j'imagine que le passage doit être dur. Vous parlez de huis clos familial mortifère. J'imagine que le passage là-dessus, au-delà de la réflexion qui a été la vôtre, de le faire, passer à l'acte, ça a été, à mon avis, quelque chose de difficile, non, Marie-Estelle Dupont ? Ça a été difficile parce que pour moi, justement, vous avez dû le constater dans mes interventions autour de la crise Covid, la famille est vraiment essentielle. Pour moi, la famille est le socle de la société. L'autorité parentale ne doit pas être bafouée par le collectif. Mais justement, la problématique, comme dans les familles où il y a de l'inceste, par exemple, c'est qu'à un moment donné, être père ou mère, c'est justement un honneur et une fonction tellement importante que c'est pas un permis de faire n'importe quoi. Et que donc, il faut pas penser que j'attaque la figure maternelle. Pour moi, celle qui attaque la figure maternelle, c'est la mère qui n'est pas capable d'aimer son enfant et qui se met en rivalité avec l'enfant qui, lui, l'aime plus que tout au monde. Mais ma mère, je l'ai aimée, mais j'aurais été prête à n'importe quoi pour elle. Oui. Donc, on le voit, c'est contre nature de devoir faire un processus de distanciation et de désaimer sa mère. En fait, c'est pour survivre. C'est un choix que aucun petit homme, finalement, on est des mammifères, on survit grâce à l'attachement à notre parent, que personne ne devrait avoir à faire. Et malheureusement, dans mes consultations, je rencontre beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu ça, la jalousie d'un père ou la jalousie d'une mère, et qui se retrouvent des années bloqués dans la culpabilité parce qu'ils prennent conscience qu'ils doivent désaimer leurs parents ou se détacher de leurs parents pour s'autoriser à vivre enfin et à construire une vie. Parce que
Quand ils sont à terre, on leur met des coups de pied, et quand ils vont bien, on les critique parce qu'on n'a pas envie qu'ils brillent. Alors, dans ce livre, vous racontez toutes les maladies d'ailleurs que vous avez dès que vous devez avoir une amie qui vient à la maison, mais vous avez peur que votre mère soit folle devant votre amie, ou que vous êtes invité, ou que même parce que vous êtes repéré, vous jouez très bien du piano, on vous propose, vous gagnez un prix, on vous propose d'aller plus loin, mais à chaque fois finalement, vous-même, vous censurez en fait, et vous tombez malade, vous empêchez de vous épanouir et de sortir de la prise de pouvoir de votre mère. D'ailleurs, vous racontez un moment que je trouve également très fort, c'est plus tard, vous allez voir le médecin et il vous demande si vous avez été maltraité. Et il le voit sur votre corps, non pas parce qu'il y a des signes de maltraitance, mais parce qu'il dit que votre corps a vieilli beaucoup plus vite que prévu. Et malgré le fait que vous soyez une grande sportive, etc. Et en fait, là, vous comprenez vous-même finalement que tout ce que vous avez vécu, tous ces moments où d'ailleurs vous êtes très souvent tombé malade, tous ces moments où vous avez pris sur vous, finalement votre corps a vraiment pris aussi, également physiquement. Il me dit, oui, c'est fou. Dans ses analyses, il voit en fait le fait qu'il ne peut pas savoir ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'hématome, etc. Bien sûr, ma mère m'a pas cassé le bras, mais il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que votre corps soit si longtemps exposé vous aviez quel âge à un à ce stress extrême? si vous le dit. J'ai une 30aine d'années. Ouais. Et d'ailleurs, je viens de faire une méningite. Oui, c'est fou. En fait, c'est vraiment un stress extrême. Donc, c'est le stress qui vous a... Qui va vider les défenses immunitaires, en fait. Et plus un organisme subit un stress qui est chronique, plus il va fabriquer des hormones de stress, le cortisol. Et malheureusement, au bout d'un moment, ça a un impact, bien sûr, sur le psychisme, parce que ça épuise nerveusement. Et puis, ça a un impact, en fait, direct. Ça s'est prouvé par toutes les études aujourd'hui sur l'immunité. Quelqu'un qui est trop stressé tombe plus facilement malade. Mais on en revient. C'est-à-dire qu'un jour, on se prend à bras-le-corps, on dit « Ok, je vais arrêter d'attendre que ma mère m'aime et moi, je vais prendre soin de moi. » Donc, je me suis imposé une discipline physique, j'ai retrouvé une très bonne santé et finalement, on peut avoir une meilleure santé à 40 ans qu'à 30 ou à 20. Et puis, de la même manière, psychiquement, il faut faire attention en fait, à son état émotionnel. Et si quelqu'un... chaque fois que vous voyez quelqu'un, vous avez envie de vous suicider, il faut se poser la question de comment, sans lui manquer de respect, ne plus le laisser ou la laisser rentrer dans votre vie. Concrètement, aujourd'hui, vous avez coupé tous les liens avec votre mère? Aujourd'hui, j'ai coupé les liens avec ma mère, j'ai pas coupé les liens avec mon père. Oui, effectivement, j'ai coupé les liens avec ma mère. Et vos frères? Parce qu'on sent que vous cherchez toujours, en tout cas vous le racontez dans ce livre, l'amour de vos frères, mais vous dites qu'en même temps, eux-mêmes n'ont pas appris l'amour en fait, et la fraternité, etc. Donc, vous réussissez à avoir des liens aujourd'hui? Oui, aussi? j'ai des liens avec la plupart de mes frères, à l'exception d'un. Mais... en réalité, dans le livre, je parle de l'impact d'une mère jalouse de sa fille, mais je pense que quand une mère est capable d'être aussi jalouse de sa fille, il faut pas. Je ne voudrais pas donner l'impression que moi j'étais la seule victime et que pour mes frères c'était facile parce qu'ils étaient plusieurs et que c'était des garçons. Bien sûr, le fait que ce soit des garçons a diminué la part de jalousie. Donc il y a eu tout un tas de ce que j'appelle des traitements de faveur, qui sont évidemment des traitements de défaveur, auxquels eux n'ont pas eu droit entre guillemets, mais en dehors des attaques sur la féminité, on ne peut pas imaginer qu'une mère qui déteste autant sa fille puisse être une mère formidable pour ses garçons. Et je pense que pour mes frères, je me mets à leur place, je pense que c'était très compliqué de construire une image positive du rapport homme-femme, du masculin et du féminin, parce que les humiliations étaient permanentes, en fait. Je me rappelle d'un de mes frères, chaque fois qu'il avait une petite amie, ma mère se foutait de lui. Donc on voit bien comment le fait d'humilier, en fait... concerne aussi les hommes. Alors on va prendre un petit peu de recul puisque vous parliez tout à l'heure de vous, défenseuse de la famille, et peut-être aussi contre ces mouvements féministes actuels. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire vous abordez un sujet très grave en fait, mais qui n'est jamais abordé, et surtout pas par les féministes qui devraient faire leur travail en fait. Comment vous l'expliquez ça? Effectivement, je trouve que parfois les féministes se trompent de combat. Et que finalement aujourd'hui, si on voulait réinventer ou redonner ses lettres de noblesse au féminisme, le premier combat d'une féministe devrait être d'aider les femmes à être à la fois mères et avoir un projet professionnel, puisque maintenant les femmes sont à peu près obligées de travailler parce que la vie coûte cher.
Et en réalité, il y a une grande hypocrisie, je trouve, dans notre société. C'est-à-dire qu'on vous fait croire qu'il faut absolument être mère, qu'il faut travailler, etc. Mais en réalité, les galères de mode de garde, c'est toujours les mamans qui en paient les conséquences. Les poussettes sont toujours allez prendre le métro, on vous fait des leçons d'écologie avec une poussette de jumeaux, c'est impossible. Quand vous êtes enceinte, pourquoi les féministes ne demandent pas un macaron handicapé à partir du moment où vous êtes enceinte, qui dure 1 an, qui expire 3 mois après l'accouchement, pour que vous ayez une place de stationnement à côté de chez votre gynéco quand vous attendez 2 bébés et que vous êtes en menace d'accouchement prématuré, ça pourrait être une mesure simple et humaine. Bien sûr. Donc une famille nombreuse, une maman avec une poussette et 2 enfants sur le côté, évidemment. Un écueil terrible en fait du mouvement féministe actuel, c'est qu'on veut opposer la femme et la mère, mais dans la mesure où c'est le même individu, on met la femme en guerre avec elle-même en fait. Alors que la féminité, on n'a pas besoin d'être mère pour être femme, mais en revanche, on a besoin d'être femme pour être une bonne mère. Oui, puis il y a un déni finalement de la mère et de sa famille. Tout à fait. De la posture et de de son mère avec rôle dans la société. Enfin, je veux dire, on donne de notre corps et on donne de notre temps, on donne de notre aussi parfois de notre avancée professionnelle pour faire un travail qui assure non seulement la survie de la société, mais qui assure aussi tout simplement la survie de l'espèce. C'est bien de le Donc rappeler. c'est pas rien. Nicolas Vidal. Voilà. Ouais. Alors, Marie-Cécile Dupont, moi j'ai une question sur l'amour maternel, bien entendu, et quand j'ai su qu'on vous recevait, que j'ai préparé cette interview, j'ai pensé au livre d'Elisabeth Badinter, vous savez, L'amour en plus. Et la question que j'ai envie de vous poser, finalement, cette question qui est posée dans ce livre, c'est est-ce que l'amour maternel est-il instinctif, un instinct, finalement, qui procéderait de la nature féminine même, ou bien relève-t-il cet amour maternel d'un comportement social propre à une époque ou à des mœurs ou à une condition sociale, selon vous? On a quand même une hormone qui s'appelle l'ocytocine, les êtres humains, et pendant les 3 premières années de la vie de l'enfant, comme sa survie dépend du maternage et du soin qui lui est apporté, la nature fait bien les choses et normalement, on a quand même une augmentation de cette hormone qui fait qu'il y a un attachement très fort qui se crée. Maintenant, de là à dire que l'instinct maternel existe, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants et il faut pas forcément y voir une pathologie. Il y a des femmes qui n'en ont pas envie, il vaut mieux qu'elles assument de ne pas en avoir envie d'ailleurs que d'en faire par convention sociale et de se sentir castrées par leur enfant et finalement de ne pas bien s'en occuper. Donc non, je ne crois pas, finalement, je ne crois pas que l'instinct maternel existe. Et puis je pense que on fait un enfant avec sa personnalité. Il y a des personnalités saines et matures et puis il y a des personnalités qu'on appelle des personnalités narcissiques, des personnalités limites, psychopathiques, et quand des personnes qui ont des traits psychopathiques dénués d'empathie ont des enfants, évidemment, ça s'en ressent sur le lien affectif. J'ai une autre question, Marie-Cécile, que je me suis posée pendant tout votre livre, et ça rejoint un peu, finalement, de loin, la table ronde qu'on a évoquée aujourd'hui sur le déni de réalité. En fait, vous le dites parfois, il y a des gens qui appellent, il y a vos grands-parents qui appellent, et vous êtes chargé de donner une réponse déjà pré-travaillée avec votre mère. Mais comment personne ne s'est rendu compte de l'emprise de votre mère sur vous, sur vos frères? Personne n'a voulu vous sortir de là? Je crois que ma mère arrivait à tellement manipuler en fait, et moi j'étais tellement endoctrinée que j'étais cerbère en fait. J'ai plaidé quand ma mère a dit soit tu me laisses pas à mon père, soit tu me laisses partir dans un appartement avec Marie-Estelle, soit je me suicide. J'étais la première à aller plaider la cause de ma mère parce que moi j'avais peur qu'elle se suicide. Donc je disais à mon père, si tu l'aimes, tu dois nous laisser partir tous les deux. Alors évidemment là le rôle des adultes aurait été de dire il est hors de question. S'il y a un risque suicidaire, elle va à l'hôpital, mais on va pas la laisser avec une mineure. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu de la lâcheté? Est-ce qu'il y a eu... Je pense qu'il y a eu d'abord beaucoup d'ignorance, parce que c'est pas parce qu'on se marie qu'on a une formation en psychopathologie, et que mon père était très désarçonné. Il y a eu aussi les conséquences de sa propre éducation sur mon père, c'est-à-dire que mon père avait appris de son éducation que la mère avait les pleins pouvoirs parce qu'il n'avait pas vu sa mère heureuse avec son père et il voulait pas reproduire ça. Oui, il donnait tous les droits à ma mère du schéma pour ne surtout pas rendre ma mère malheureuse. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors, on continue d'en parler, Marie-Estelle, si vous voulez bien rester un petit peu plus longtemps, puisqu'on vous a pris un petit peu en retard. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées.
Vue de haut. Et pour interviewer cet invité, je suis toujours avec Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média, et Marie-Estelle Dupont est encore avec nous. Marie-Estelle Dupont, psychologue, clinicienne, psychothérapeute et auteure de ce livre L'Antimère, le chemin d'une psychologue pour survivre à la jalousie maternelle. C'est un livre aux éditions Albin Michel. Marie-Estelle Dupont, il y a un autre passage qui m'a touchée, qui est en écho avec votre combat, le combat pour lequel on vous connaissait, notamment celui pour les enfants, contre les obligations, on va dire, covidistes sur les enfants pendant cette période de la Covid. C'est le moment où vous dites, aujourd'hui, donc avec le recul, c'est plutôt la Marie-Estelle le psy qui parle. Je comprends que nous n'avons reçu aucune éducation à l'amour et à la joie de vivre, aucune éducation à la relation ni à notre corporéité. Et ça résonne particulièrement avec ce qui s'est passé pour des enfants à l'école notamment, obligés de porter le masque de 7h à 7h30 peut-être pour ceux qui vont au centre aéré à 18h, pour ceux qui finissent, les parents qui vont les chercher qu'à 18h, et finalement, et qui doivent renier leur corporéité, renier peut-être aussi leurs sentiments intérieurs, leur malaise, tout ça au nom d'un nouveau doct. Et finalement, je me dis, la boucle est bouclée, maintenant vous venez défendre ces enfants-là, vous qui avez dû apprendre à renier cet amour et cette corporéité. J'avais dit, oui, sur une autre antenne l'année dernière, que pour moi, la société était en train de se comporter avec les enfants comme une famille toxique. C'est-à-dire qu'il y a une inversion des places et des valeurs, et c'est les enfants qui doivent porter et assumer les peurs et les problèmes que les adultes n'arrivent pas à résoudre. Quand un bébé doit apprendre à parler entouré d'adultes masqués, quand un enfant à l'école a de la buée sur ses lunettes et ne voit pas le visage de sa maîtresse, il faut comprendre que à cet âge-là, ça n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on demande aux enfants non pas un effort mais un sacrifice, puisqu'ils doivent se couper pour être de gentils petits citoyens, se couper de besoins qui sont des besoins fondamentaux pour devenir des adultes en bonne santé. Donc, à partir de là, ils doivent choisir entre leur perception corporelle de leurs besoins de bouger, leurs besoins de crier, leurs besoins de sauter, leurs besoins de faire du sport, leurs besoins de parler, et ce que le monde des adultes leur impose. Comme ils ne peuvent pas se permettre de décevoir trop les adultes parce qu'ils perdraient leur amour, ils disent que ça va. Ils disent qu'ils supportent. Ils disent que c'est pas trop un problème. Ils s'en plaignent pas. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Moi, mes enfants, ça leur pose pas de problème. Après, ils tombent malades en général. Parce que ça leur poserait un encore plus grand problème. Ils ne sont pas armés pour s'opposer au monde des adultes. Ils n'ont pas d'argument. Un enfant, pour lui, sa mère, c'est tout. Le monde des adultes, c'est tout. C'est Dieu. Il doit mériter de l'atteindre. Je dis tout le temps dans le livre, j'espérais que si j'étais plus parfaite, un jour, je pourrais faire partie des leurs. Oui. Donc, cette culpabilisation qu'on a mise sur les enfants, cette peur qu'on a mis dans leur petit cerveau, c'est dangereux pour leur développement. Parce qu'un cerveau qui a peur, c'est un cerveau qui ne peut pas penser, qui ne peut pas se développer. Donc ça fera des enfants très déprimés. On le voit aujourd'hui dans les chiffres de pédopsychiatrie. Il ne faut pas croire que parce que là, les mesures sont levées, les enfants qui se sont effondrés vont mieux. On met du temps à les récupérer. Parce que c'est un âge décisif. Ou alors, ça fera des enfants qui deviendront très facilement violents. On voit bien l'explosion de la micro-violence un peu partout dans les grandes villes. Et des parents qui m'appellent en détresse en me disant « Mais cet enfant était adorable et maintenant il tape, il se roule par terre, il griffe, il mord. » Parce qu'évidemment, comme on a renié leurs besoins vitaux, ces enfants se désorganisent et ils tombent malades. Et on rompt leur équilibre vital, en fait. Et c'est quel meilleur lanceur d'alerte que vous qui avez vécu cette famille toxique et aujourd'hui de dénoncer ce gouvernement, cette gestion toxique. Nicolas Vidal. Oui, ça c'est extrêmement intéressant et vous alertez depuis un certain temps Marie-Estelle Dupont sur ces questions, mais j'ai pas l'impression, alors peut-être que vous me direz le contraire, que le gouvernement a fait un mea culpa à ce sujet-là, sur ce problème de santé publique auprès des plus jeunes, auprès de nos enfants, les enfants qui seront bien entendu l'avenir de nos sociétés, de notre société. J'ai pas l'impression que le gouvernement, est-ce qu'il a pris conscience, il l'a pas dit, ou alors il a pas du tout pris conscience et dans ce cas-là, il a pas fait le mea culpa. Ce n'était pas leur priorité en fait, et quand ils ont fait le chèque psy, moi je me suis mise en colère parce que j'ai dit mais nous les psys on n'est pas là en fait pour faire accepter l'inacceptable et expliquer à un enfant que oui le masque c'est embêtant mais bon s'il le met pas il va tuer sa grand-mère. Je veux dire à un moment donné on peut pas instrumentaliser comme ça la fonction du psychologue. Il y a des besoins humains, malheureusement je ne suis pas toute puissante, je ne peux pas mettre entre parenthèses les besoins des enfants sous prétexte qu'il y a une maladie qui tue les personnes âgées. Donc il faut qu'on arrive à trouver des stratégies pour que toutes les générations existent dans cette société. Et là on a fait croire, et donc on a divisé
diviser pour régner, selon moi. En tout cas, on a fait l'erreur de diviser. On a fait croire que c'était ou bien, mais c'est pas ou bien. On peut protéger nos aînés et protéger nos enfants. C'est notre rôle d'adulte de protéger les vulnérables. Mais encore une fois, là, on se pose la question, où sont les féministes, où sont ceux qui sont censés défendre finalement, là, ce qui est attaqué à chaque fois, c'est la famille. Tout à fait. À chaque fois, c'est l'autorité parentale qui est piétinée. Donc, c'est pour ça que, selon moi, il y a une dérive démocratique, puisque la démocratie, quand même, protège normalement la subjectivité, l'autorité de chacun, la place de chacun. C'est-à-dire que le prof ne devient pas surveillant pénitentiaire, l'école n'est pas un centre de vaccination, les parents ne sont pas des policiers, les restaurateurs ne doivent pas vérifier des papiers. Enfin, voilà, il y a une confusion des places et on voit bien que, comme dans une famille toxique, quand il y a une confusion des places, il y a des pathologies qui peuvent se développer, et notamment chez les enfants, je le crains, n'ayant pas eu accès à l'empathie, et en plus avec le masque, n'ayant pas vu des visages humains pendant longtemps, des enfants qui, devant se couper de leur corps, risquent de devenir dénués eux-mêmes d'empathie, puisque en fait, l'empathie, c'est quoi ? C'est quand la souffrance ou ce que ressent l'autre résonne dans mon corps. Moi, quand j'ai un patient qui souffre, je le sens dans mon ventre. Quand j'ai un patient qui va bien, je le sens aussi dans mon corps. Je peux avoir des frissons de joie quand une patiente est réparée, puis qu'elle m'annonce qu'elle va se marier, elle a un enfant, elle est heureuse, elle est souriante. C'est notre corps qui résonne avec l'autre. Donc si on pousse nos enfants à se couper de leur corps pour obéir, comment vont-ils faire société plus tard ? Comment vont-ils être en empathie avec leurs congénères ? C'est ça qui m'inquiète. Très inquiétant, en effet. Nicolas Vidal. Oui, cette situation effectivement qui est très inquiétante, mais elle est aussi le résultat, je crois, Marie-Celle Dupont, peut-être que vous allez me dire le contraire, d'un renoncement collectif ou d'une partie de millions de gens finalement qui ont renoncé aussi. On parlait des enfants, du traitement qui a été infligé par les enfants sur les enfants, pendant la crise sanitaire. Les gens finalement par millions ont accepté aussi de se laisser soumettre, je vais le dire, à ces diktats, non, finalement, au détriment, bien entendu, de la santé mentale, psychique et probablement physique de leur chair et tendre, les gamins. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'une grande majorité d'adultes méconnaissent totalement les besoins des enfants, en fait, et deviennent parents dans l'ignorance de ce dont un enfant a besoin. Donc vous dénoncez le gouvernement, mais moi, ce qui m'a vraiment interrogée, c'est anthropologiquement, c'est qu'est-ce qui a fait que cette société dans cette société, les adultes ne sont plus des adultes, ce sont des adolescents, en fait, qui n'arrivent plus à protéger leurs enfants. Il n'y a plus cette différence générationnelle. Mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi également pris au piège ? Je peux en parler, on en a parlé, je crois que vous étiez là aussi pendant certaines tables rondes, des parents qui constataient, on était avec les mamans louves notamment, qui constataient la maltraitance, on va l'appeler comme ça, des enfants à l'école. Mais aujourd'hui, très difficile pour un parent de sortir son enfant de l'école. Ou alors, s'il veut commencer à dire je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, l'enfant est isolé, la situation est encore pire. Bien sûr. Non, mais là, je répondais à Nicolas sur les parents qui n'ont pas vu, en fait, qui n'ont pas vu le problème. Mais il y en a qui l'ont vu, mais qui ne savaient pas quoi faire ou qui ne pouvaient rien. On a quand même été très nombreux. À dire non mais c'est pas possible, c'est pas acceptable, et en plus c'est même pas logique et c'est pas scientifique. Donc il y a les mamans louves. Moi j'ai travaillé avec l'Union des collectifs pour la santé des enfants. On est en train de se constituer en fédération pour avoir des statuts qui nous permettent de plus dialoguer avec des politiques et de faire avancer cette question de la santé mentale des enfants, parce que la santé mentale des 0-5 ans, effectivement, elle n'est présente nulle part. Alors après, on saupoudre avec de la com, on met de l'argent public sur des séances psy, mais un enfant, il n'a pas à aller chez le psy, normalement. Oui, normalement. Sauf cas extrême de harcèlement, d'inceste, etc., un enfant ne devrait pas se retrouver en consultation. Voilà. Parce que les adultes arrivent à le protéger et à gérer. Donc quand on divorce et que ça va pas, les adultes, ils vont discuter chez un thérapeute, et normalement, l'enfant, ça doit être en dernier recours qu'un enfant va chez le psy. Ça doit pas être, on leur fait faire n'importe quoi, puis ensuite on leur paye le psy. On peut pas être pompier et pyromane. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on les a laissés être malades, mais quand vous regardez les décrets qui sont mis sur le nombre de personnel dans les crèches publiques, etc., on voit bien que les bébés dans notre société sont considérés comme des sardines. C'est-à-dire, on dit, non, mais il y aura un adulte pour 8 bébés, mais ça fait des bébés qui sont par terre, dont la couche n'est pas changée. C'est des situations de négligence graves qui font des bébés en détresse, avec des troubles du développement, et accessoirement des professionnels de la petite enfance quand même en burn-out, parce qu'ils ne peuvent pas... Parfois même, on vous dit, non, mais on sait qu'il y a des maltraitances, mais on ne licencie pas cette personne parce qu'on manque de personnel. Mais c'est quoi ? Une société qui ferme les yeux sur la maltraitance des enfants ?
qui ferment les yeux sur parfois la pédophilie. Il faut qu'on se regarde dans la glace quand même. Il faut qu'on réagisse comme, en tout cas, vous avez réagi et repris votre parcours en main, Marie-Estelle Dupont. J'invite, et d'ailleurs, je précise que le livre est tombé, que votre livre a rencontré déjà un très grand succès sur Amazon, c'est ça? Oui, il a été numéro 2 de toutes les ventes générales pendant une douzaine d'heures, et puis là, il est numéro 1 des ventes psychologie. Ouais. Voilà, donc, mais je pense qu'en effet, c'est un sujet qui peut parler à beaucoup et qui est très prenant, bouleversant même pour ceux qui n'ont pas vécu cette situation. L'antimère chez Albin Michel, le chemin d'une psychologue pour suivre la jalousie maternelle. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont. Merci à vous Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.